vous nous suivez sur la page Facebook de Savane TV. Tapez tout simplement Savane TV sur Facebook et vous allez pouvoir nous retrouver et nous suivre en direct. Tapez également le numéro 265 du bouquet Canal+, ou sinon allez-y sur la TNT. Vous avez en tout cas une multitude de formes de pouvoir nous suivre, que ce soit à la télévision, devant votre ordinateur ou en tout cas vos smartphones. Suivez-nous tout simplement. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être une fois de plus avec vous. C'est jeudi aujourd'hui et voilà, Dieu nous a fait grâce. On est sur ce plateau. Cette semaine, vous le savez, nous sommes installés au niveau de l'habitat du Faso qui se trouve au sein du Musée national. Et au sein de cet habitat du Faso-là, nous découvrons au moins 10 cases, sinon 10 habitations, donc des ethnies du Burkina Faso. Ça sera en tout cas la découverte toujours avec notre guide. Ça sera tout à l'heure pour la rubrique à la découverte 2. Vous aurez les informations à travers la lecture des différents titres des journaux ce matin. Et puis, suivi de la rubrique invité du jour, et nous faisons le bilan du CIEL. Donc, c'est le Salon international de l'agriculture et de l'élevage. On va en parler avec le promoteur Jean-Victor Ouedraogo, qui est le promoteur de cet événement, dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on parlera de la campagne de vaccination contre la rougeole. Et ça sera aussi avec notre deuxième invité. Madame, Messieurs, ne zappez surtout pas, restez connectés, restez avec nous jusqu'à 9h00 pour l'atterrissage. En attendant, nous décollons et pour décoller, nous allons partir au musée national. Et nous y sommes d'ailleurs confortablement installés. Nous sommes partis à la découverte du musée national, mais surtout le joyau intitulé l'habitat du Faso. Il faut rappeler que c'est cet espace-là qui regorge au moins 10 cases ou 10 habitations, donc de 10 à 11 ethnies du Burkina Faso. Vous allez vous retrouver, vous allez voir la case Bissa, la case Sénoufo, la case Moussi, la case San, la case Goursi, Marca, Lobi. En tout cas, assez de cases, c'est tout simplement un village dans une ville, puisque à côté de ces cases-là, répertoriées au niveau donc, de l'habitat du Faso, que nous vous invitons à découvrir cette semaine. Et c'est toujours avec notre guide, M. Auguste Bado, et guide touristique au sein du Musée national. Il nous amène à la découverte de cet habitat du Faso. De la boucle de Monde, nous parachutons à l'est du Burkina, où nous allons rencontrer la communauté Gourmatier. Alors, voici, nous sommes au niveau de l'habitat Gourmatier. Avec sa particularité, d'abord, nous avons une maison avec un toit en paille. Et devant, vous avez une meule. Et c'est cette meule-là qui est utilisée par les femmes pour moudre également la farine. Alors, pourquoi un peu une ressemblance avec d'autres communautés, on le verra plus loin, qu'ils ont un lien avec certains groupes ethniques tels que les Mossé. Nous sommes à l'intérieur d'un habitat gourmandier. Et chez les gourmandiers, il faut dire que la géomancie fait partie, en tout cas, de leur activité phare. Donc, en témoigne la présence du sable que nous avons devant nous. Et chez les gourmandiers, tout s'explique à travers le sable. Donc, lorsque on est face à une situation, il faut consulter le sable pour savoir ce qui va se passer dans l'avenir et quelles sont les solutions qui vont en découler. Et vous avez ici une sorte de jarre qui permet de conserver souvent certains types de céréales. Par exemple, on peut même mettre de l'arachide à l'intérieur. Mais là, c'est utilisé souvent pour donner aux petits-fils, voilà, ou aux étrangers qui arrivent, on peut prélever quelque chose comme de l'arachide et autres. Mais vous avez également souvent des greniers à côté pour la conservation des céréales. Le foyer qui est toujours d'actualité dans presque tous les habitats du Burkina, donc c'est le foyer 3 pierres. Donc, et ces foyers, vous voyez, par exemple, toujours au niveau du mur, et on peut aussi ajouter une 4e pierre lorsqu'on veut ajouter une 2e marmite. Et là, ça permet d'économiser en bois au lieu de faire un 2e foyer. Alors, maintenant, nous voyons des canaries empilés. Ça fait partie d'une des fonctions du mobilier domestique traditionnel qui est la décoration. Quand vous rentrez dans la maison d'une femme, à travers la manière dont elle va classer je dirais ses ustensiles, on peut savoir
c'est quel type de femme qui vit dans la maison, si elle est ordonnée ou pas. Et c'est en même temps des lieux de cachette, voilà, ou de leur trésor. Donc, lorsqu'elle en a beaucoup de canaries, vous n'allez pas savoir dans quelle canarie elle a caché de l'argent ou bien des bijoux pour le mariage de sa fille. Maintenant, au niveau de l'art vestimentaire, vous avez ici un habit traditionnel du Faso d'Anfani, je dirais typique au gourmandier. C'est beaucoup plus la couleur noire et le fond noir avec le rouge, mais également nous avons aussi du blanc et du bleu qui fait partie aussi de leur tenue traditionnelle. Voici au niveau de l'habitat Marca, et qui dit Marca, c'est le même groupe que les Dafi. Et la particularité de l'architecture Marca, ce sont des maisons de forme rectangulaire avec plusieurs pièces. En témoigne cette maison qui a 3 pièces. Et quand vous y entrez, une autre particularité, c'est le mobilier que vous allez voir à l'intérieur. Et le toit de la maison est en terrasse. Alors, parmi ce qu'on peut avoir, vous avez des pots, donc des canaries, et je dirais les femmes des Marca, ce sont les femmes qui ont, je dirais, une spécialité en matière de la poterie. Voilà. Donc vous allez voir par exemple que dans la région de Kériba et autres, les femmes sont connues pour la poterie. Et ce qui fait que vous allez voir qu'il y a beaucoup de mobilier en argile cuite. Maintenant, au niveau de l'art vestimentaire également, les Marcas sont très connus, avec par exemple leur pain qu'on appelle le pain toutou. Un pain très cher parce qu'il est constitué de soie et du coton. Donc le prix de la soie fait que ce pain aussi est également très cher. Et un homme par exemple qui n'achète pas ce pain pour sa femme, ce qui veut dire que soit il est pauvre, soit il est avare. Étant donné que nous sommes au niveau de l'habitat Marca, nous voyons également un champ de sésame. Il faut dire que le sésame est une culture très répandue dans la région de la boucle du Moun. Et c'est pour cela que vous voyez que le sésame se trouve à côté de l'habitat. Et également, le sésame est très connu pour, en tout cas, ses qualités en matière d'huile. Il faut dire qu'au niveau des habitats traditionnels, une grande majorité de ces habitats-là sont faits à base de toits en bois. Cela est dû au fait que chaque communauté utilise les matériaux qui étaient à sa disposition. Et également selon le contexte. Quand nous prenons par exemple les Gouroussi, les Samo, vous allez voir que les Marcas, ils utilisent l'architecture avec un toit en bois. C'est parce que dans ces milieux, le bois était le matériau le plus utilisé. Et également, ça dépend de la technique. Étant donné que c'est des maisons sous forme carrée ou rectangle, on ne peut pas utiliser un toit en paille facilement. Voilà. Et de même, vous allez voir qu'au niveau de l'habitat Peul, vous allez voir que c'est une architecture faite à base de paille. Ça aussi, c'est dû pour un contexte bien connu, qui est le fait que, comme c'est des nomades, ils ne peuvent pas utiliser des matériaux de fortune. Voilà, cela les oblige à utiliser des matériaux qu'ils peuvent facilement déplacer. La terre rouge est utilisée au niveau de certains habitats tels que l'habitat Bobo ou l'habitat Sénéfo. Cela est dû tout simplement au type de sol qu'on retrouve dans ces régions-là. Vous allez voir quand vous allez dans la région de Bobo ou dans la région des Cascades, il y a la latérite rouge qui donne cette couleur-là au niveau de l'habitat. Lorsque vous arrivez au niveau de chaque habitat, une des particularités sur la majorité de nos habitats traditionnels, c'est que la porte d'entrée est basse. La raison, c'est que lorsque vous allez chez quelqu'un, on peut expliquer ça, vous devez vous abaisser. On ne peut pas rentrer chez quelqu'un, je dirais, d'une manière comme si vous êtes rentré en brousse. Donc quand vous arrivez, il faut vous abaisser. C'est un signe de respect pour la personne qui va vous accueillir. Merci beaucoup à vous, Monsieur Auguste Bado. Je rappelle que Monsieur Auguste Bado est donc guide touristique au sein du Musée national et il a bien voulu nous conduire pour la visite du nouveau joyau du Musée national. Donc c'est l'habitat du Faso que vous voyez justement en arrière-plan. Alors l'habitat du Faso que vous avez la possibilité de visiter. Aujourd'hui, vous avez vu, on a parlé de l'habitat Gourmaché. Il y a bien d'autres. Hein. Et puis à l'intérieur de ces habitats-là, vous allez trouver
déguster les plats ou encore les repas les plus prisés dans ces localités-là. Par exemple, à l'intérieur de l'habitat Bissa, vous allez voir une calebasse d'arachide. Et puis voilà, bon. Allez-y visiter tout simplement, ça donne envie de regarder de près. Merci à vous. Donc allez-y sur l'avenue Thomas Sankara dorénavant. Donc juste avant d'arriver au niveau de la pédiatrie Charles de Gaulle, vous avez le musée national à gauche et à l'intérieur du musée, vous avez l'habitat du Faso. Pour la suite de cette émission, on va s'informer et c'est parti pour la revue. La revue de presse ce jour et nous débutons par le journal La Cohésion. Et rappelons que c'est le nouveau-né des quotidiens burkinabés. La Cohésion affiche à sa une Conseil des ministres l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts dissoute pour indiscipline notoire. Commandant Ismaël Sombier, l'homme de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Terrorisme, l'armée pulvérise un pick-up rempli de terroristes. Club PMUB, les femmes 10 du journal La Cohésion. Difficile accès des ex-footballeurs dans les instances de football local. Qu'est-ce qui bloque réellement? Lutte contre le terrorisme, le ministère de la Sécurité donne des orientations. À présent, le quotidien de tous les Burkinabés, donc Sidoya, le quotidien d'État. Sidoya affiche à sa une Conseil des ministres, le gouvernement dissout l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Au coin du palais, les marchandises volées retrouvées dans un village. Malgré son mea culpa, sa victime porte plainte. Responsabilité sociétale des entreprises, un enjeu majeur pour l'Afrique. Dans la rubrique L'autoregard de Sidoya, espace AES, la nécessaire souveraineté énergétique. À la une 2, Sidoya toujours, ville de Koudougou, ces débits de boissons qui perturbent le repos éternel. Direction générale des services vétérinaires, 60 480 œufs impropres à la consommation détruits. Et nous continuons avec l'Obs, le doyen des quotidiens privés qui affiche ce matin l'unité spéciale des eaux et forêts dissoute. Institutions financières, interdiction aux militaires de s'y rendre armés. Attaque à Agence nationale de sécurité d'État. Que se passe-t-il encore au Tchad? Microfinance islamique, l'agence de Bobo est opérationnelle. Coopération Burkina-Japon, la femme au cœur du développement et de la paix. Lions indomptables du Cameroun, fin de match pour Rigobert Song. Rigobert Song qui était justement le sélectionneur donc, de l'équipe du Cameroun. Détentrice de club PMUB, la colère en fin de course. À présent, nous passons à aujourd'hui au Faso. Conseil des ministres, le gouvernement dissout l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. L'ONAB, l'association des femmes détentrices de club PMUB, dénonce un prélèvement de 5% sur leur commission. ONEA, retour au système de relevé mensuel. Réhabilitation du stade du 4 août, un expert en infrastructures sportives séjourne au Burkina. Burkina Faso, destruction de plus de 60 œufs impropres à la consommation. Amadou Ouriba, nouveau Premier ministre de Guinée, grosse prise de guerre technique et politique pour Doumbouya. Annonce de la présidentielle post-transition au Tchad sous Stakoto, des armes avec le général Kaka. N'est-ce pas un scrutin trompe-l'œil? À présent, nous terminons avec le journal Le Pays. Le Pays affiche à sa une produits impropres à la consommation, 60 480 œufs saisis et détruits. Eaux et forêts, l'unité spéciale d'intervention dissoute. Fruits et légumes, comment faire pour bénéficier des nutriments? À lire à la page 17 du journal Le Pays. Conseil des ministres, Yifaza Gustave Dabiré, nommé DG du CHU Sorosano. Actu Foot Côte d'Ivoire, 2 matchs en France pour les champions d'Afrique.
Toujours à la une du journal Le Pays, révélation d'Edougou, un expatrié interpellé pour détention de stupéfiants. Vie de la nation, l'ex-conseiller à la présidence du Faso, Demba Fofana, appelle à la solidarité. Voici le titre qui referme donc la lecture des titres à la une du pays et également qui referme justement cette revue de presse. Merci à vous de votre attention. À présent, direction quelques pays, quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps, pour découvrir la météo. Devant pour vous aujourd'hui, Monsieur Mouinkouni, Abdoulaziz Ouedraogo, il est le médecin-chef du district sanitaire de Boulmurou. Bonjour Monsieur Ouedraogo. Bonjour Madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci à vous d'être là. On parle de la rougeole. Déjà, qu'est-ce que la rougeole? Merci bien Madame. Je vais dire merci à Savane Média pour cette opportunité qu'elle nous offre de parler de la rougeole. Merci, ce n'est pas la première fois. Savane Média est un partenaire, en tout cas du district sanitaire de Boulmurou et de la région, dans le cadre de la lutte contre la maladie. Je sais que vous avez eu à faire des émissions de santé avec M. Congo déjà. Effectivement. Oui. En tout cas, beaucoup d'activités de santé, de promotion de la santé. On est donc transmise par un virus qui est contagieux et qui attaque surtout les enfants de moins de 5 ans. Donc, dans ces cas, elle peut se manifester par une forte fièvre, avoir une fièvre qui va de 39 à 40 degrés. Il peut avoir la toux, et puis l'enfant peut avoir un écoulement nasal. Il y a le nez qui coule, et surtout des éruptions, couramment appelées, bon, pour ceux qui ne sont pas de la santé, des petits boutons, en tout cas qui poussent sur tout le corps. C'est différent des boutons de la varicelle. Hein? Oui, c'est différent des boutons de la varicelle. Les boutons de la varicelle sont un peu plus gros. Voilà, pour les rougeoles, c'est des petites papules, des papules en tout cas qui ne collectent pas en tout cas de liquide comme les éruptions de la varicelle. Donc, dans les symptômes, vous avez parlé de fièvre? Oui, il y a la fièvre qui est là. Donc, il y a l'écoulement nasal. Voilà, des fois, vous allez voir l'enfant, il a des yeux rouges. Donc, des yeux rouges. Et puis, surtout, le fait vraiment qui va faire penser à la rougeole, c'est les éruptions, les boutons dont j'ai parlé, qui peuvent prendre voilà, tout le corps. Donc, il faut dire que le virus là va se propager par la toux. Quelqu'un qui a la rougeole, un enfant qui a la rougeole, si l'enfant tousse, le virus va se propager par les gouttelettes. Voilà. Pour contaminer d'autres personnes qui sont saines et qui ne sont pas vaccinées, c'est tout, contre la rougeole. On sait qu'il y a quand même un moment, on n'entendait plus tellement parler de la rougeole. Pourquoi cette année, c'est revenu? Effectivement, c'est juste, la rougeole est quelque part victime de son succès, du succès de la vaccination. Par le passé, il y a eu des campagnes de vaccination, il y a eu des interventions qui ont fait que la rougeole, en tout cas, avait quelque peu disparu. Donc, maintenant, il faut dire que avec la promiscuité de la population, le fait que les gens soient un peu serrés, en tout cas dans les habitations, et puis il faut dire surtout avec le PEV des routines, c'est-à-dire la vaccination des routines qui n'a pas été faite comme il le faut, donc pour plusieurs raisons. Voilà, pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup, comme ils n'ont pas vu la rougeole, bon, en tout cas, il y a cette idée d'aller se faire vacciner, cette volonté d'aller se faire vacciner n'est plus là. Donc, figurez-vous que des fois, on voit des gens, les gens de santé s'approchent dans les sites de vaccination, mais il y a des mamans, malheureusement, qui sont là, qui ne viennent pas vacciner leurs enfants. Donc, c'est quelque part l'ignorance de la maladie. Beaucoup n'ont pas vu la maladie. Vous voyez que autant fort, je sais que mes mamans souvent racontent que la rougeole a fait ravage. On comptait même les enfants en fonction de la rougeole. Si la rougeole n'a pas enlevé un enfant, tu ne peux pas la rougeole a moré, on dit bi. Bi, voilà, bi. Que quand tu accouches, il faut compter ti bi na yakame. Donc, nous, notre génération, en tout cas, beaucoup n'ont pas connu la rougeole. Ce qui a entraîné un relâchement aux côtés de la vaccination par le fait que beaucoup ne viennent pas se faire vacciner. Donc, ce qui a fait que,
la rougeole a ressurgi. Donc, si vous voyez tous ceux qui ont la rougeole là, 90% n'ont pas été vaccinés. En fait, c'est que moi, vous avez parlé de vaccination avant de parler de cette campagne qui est lancée. Pour les vaccinations de routine que nous faisons à nos enfants, moi par exemple j'ai des jumelles de 9 mois maintenant, je n'ai pas encore vacciné pour le 9e mois par exemple. Est-ce que les vaccinations qu'on fait depuis 3 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et autres là, est-ce que il y a la vaccination de la rougeole, contre la rougeole? Il y a la vaccination contre la rougeole, surtout au 9e mois là, justement. Voilà, et puis aussi au 15e mois et autres. Donc, il y a la vaccination contre la rougeole. Maintenant, il faut dire, il y a des mamans qui ne suivent pas. Elles ne suivent pas. Nous faisons des stratégies avancées pour nous approcher de la population afin que la cible bénéficie de la vaccination. Mais des fois, on peut donner rendez-vous, les gens ne vont pas venir. Les crieurs publics vont passer le message, les gens ne vont pas venir. Ce qui a entraîné, cette fois-ci, la propagation de la rougeole. Oui, c'est dommage. Maintenant, pour revenir à la campagne de vaccination contre la rougeole dans la région du centre, pourquoi cette campagne maintenant, justement? Il faut dire que depuis un certain temps, voilà, en fin 2023, au début de cette année 2024, on a remarqué une augmentation du nombre de cas de rougeole. Donc, il faut dire ce qu'on appelle la flambée des cas de rougeole dans les différents districts sanitaires, surtout au niveau de Boulmurou, ici de Bogodougou, ici sanitaire de Bogodougou. Donc, cette campagne, c'est une campagne réactive. On ne peut pas laisser la courbe la monter, il faut réagir. Donc, cette campagne, c'est une campagne réactive. Donc, on a vu que c'est surtout les 9 mois à 59 mois, en tout cas, qui sont concernés. Donc, il faut faire une campagne réactive pour casser la chaîne de transmission. Donc, en plus de la prise en charge des cas des enfants qui ont déjà la rougeole, où il faut les isoler pour casser la chaîne de transmission, il faut aussi vacciner les enfants. Donc, si on vaccine les enfants, nous allons voir d'ici peu que la courbe va en tout cas s'estomper et le nombre de cas va diminuer. Mais comment vous faites actuellement, par exemple à Boulmurou? Il y a des gens qui ont leur enfant de peut-être 9 mois qui savent pas, qui ont peut-être des petits bobos qui ne savent pas que c'est la rougeole. Est-ce que quand on arrive pour vacciner l'enfant en principe de 9 mois contre la rougeole, est-ce que vous faites, je ne sais pas, un diagnostic pour voir d'abord si l'enfant n'est pas atteint de rougeole avant la vaccination? Le diagnostic est d'abord clinique. Voilà, quand on voit les signes, on sait. Puisqu'il y a ce qu'on appelle la définition des cas. Nous, on a ventilé la définition des cas dans les différentes formations sanitaires pour permettre de surveiller et puis de ratisser large. Donc, toute personne qui présente des éruptions avec une fièvre, forte fièvre, 39-40 degrés, avec la toux, des écoulements nasaux, les yeux qui sont rouges, c'est de penser à la rougeole. D'accord. Voilà. Dans ce cas, on ne vaccine pas d'abord? Alors, si l'enfant a déjà la rougeole, on ne vaccine pas. Donc, on pense à la rougeole, on traite, on fait un prélèvement qu'on envoie au laboratoire national de référence, et puis en même temps, on traite. Quand on va traiter, en temps, le résultat va venir dire que c'est la rougeole ou pas. Donc, étant donné même que c'est une maladie virale, le traitement est surtout symptomatique. Donc, on ne vaccine pas les enfants qui sont malades. Quand on parle de traitement symptomatique, ça veut dire quoi? C'est le traitement des signes. On soigne la fièvre, voilà, on soigne la toux, on soigne tout ce qui est écoulement nasal, voilà, les éruptions, tout ce qui est soins locaux. Voilà, on fait ce traitement symptomatique. Quels sont les avantages pour les mamans, pour les parents de vacciner leur bébé, leur enfant? C'est important de revenir parce que vous avez dit il y a des femmes même qui fuient les adolescents. Effectivement, il y a des femmes qui fuient pour diverses raisons, d'autres qui ont des activités, notamment dans le commerce. Elles trouvent qu'aller vacciner, en tout cas, les enfants, c'est perdre du temps au niveau du commerce. Parce que le jour que tu vaccines l'enfant, là, il faut que tu passes la journée pour t'occuper de lui s'il va pleurer. Non, c'est pas ça. Non, pas ça. Puisque quand c'est suivi, chaque 2 semaines, nos équipes sont dans les sites de stratégie avancées pour vacciner.
Ça veut dire qu'on rejoint on rejoint les gens dans les sites, dans la population. Donc, on les rejoint, mais à des moments, bon, le fait même de laisser un peu son petit commerce là, c'est un problème. Je pense que c'est un problème de manque de communication. Elle ne sait pas. Donc, celle savait que le fait de laisser, si la rougeole attrape l'enfant, elle va perdre plus sur le plan économique que d'aller faire vacciner l'enfant. Donc, c'est surtout ça. Pour revenir à votre question, l'intérêt de la vaccination, vous avez vu, nous autres, on est nés, on n'a même pas vu la rougeole comme ça. Ça veut dire que c'est nos devanciers, dans le cadre de la vaccination, qui ont fait vraiment, en tout cas, très bien la vaccination des routines, qui ont fait aussi des campagnes. Donc, ce qui a permis, en tout cas, de faire reculer beaucoup de maladies, voire même leur éradication, voilà, dont la rougeole. Ce qui a fait diminuer la rougeole, ce qui a fait que, bon, beaucoup n'ont pas cru quand on parle des rougeoles. Donc, c'est l'intérêt de la vaccination. Le vaccin est tellement efficace, voilà, et jusqu'à 95%, 98%, ce qui va permettre, en tout cas, voilà, de lutter contre le virus. Okay. Voilà, de lutter contre le virus. C'est tout ça l'intérêt de la vaccination. Donc, le moyen le plus sûr pour éviter la rougeole, c'est la vaccination. Voilà, ça on a les conditions. On vaccine les enfants de combien à combien de mois? On vaccine, en tout cas pour la routine, on vaccine les enfants au 9e mois. Voilà, c'est ce qu'on appelle le RR1, rougeole rubéole, vaccination rougeole rubéole. Et puis il y a le RR2. Voilà, qu'on va faire aussi au 15e mois. Voilà, donc c'est ça la vaccination contre la rougeole. Mais maintenant, pour cette campagne spécifique, quel que soit ton statut vaccinal, l'enfant doit être vacciné de 9 mois à 59 mois. Okay. Voilà, donc c'est pour pouvoir ratisser large, étant donné qu'il y a eu des enfants qui n'ont pas été vaccinés. Figurez-vous qu'il y a des zéro doses. Zéro dose, ça veut dire que l'enfant qui est né, qui n'a bénéficié d'aucun antigène. Il y en a à Ouagadougou. Ah oui? Il y en a à Ouagadougou. Donc, on profite. Alors que c'est gratuit. C'est gratuit. Il faut rappeler, c'est voilà, gratuit. C'est gratuit. Le ministère de la Santé, en tout cas, se bat pour rendre disponibles ces offres, en tout cas, ces opportunités. Donc, c'est à nous aussi de communiquer entre nous. C'est pourquoi les crieurs publics et les communicateurs, en tout cas, si on les quartiers, vous dit que le vaccin est disponible, c'est gratuit. Voilà, il vaut mieux de venir se faire vacciner pour éviter la maladie. Parce que dans les formes compliquées, la mort peut survenir. Ça sera dommage. Monsieur Ouedraogo, en termes d'effets secondaires après la vaccination, ça peut être quoi? Bon, en termes d'effets secondaires, bon, c'est comme tout autre produit. Hein. Voilà, en termes d'effets secondaires, il faut dire qu'après, il peut y avoir la douleur au niveau du site de vaccination. Voilà, après la vaccination, voilà, on peut avoir la douleur aussi au niveau du site de vaccination. On peut avoir quelques légers maux de tête et puis quelques petites fièvres. Mais maintenant, quand on dit effet secondaire, là, on peut prendre 100 personnes et puis peut-être c'est 5 personnes qui vont manifester ces effets secondaires. Ça peut pas dire que d'office, quand on vaccine, on va voir ça. Non, c'est pas comme ça. C'est vrai qu'on a des idées reçues aussi de certaines femmes que le jour que tu vaccines l'enfant, tu ne dois pas le doucher. Tu ne dois pas laver l'enfant. Est-ce que ça c'est vrai? Non, c'est pas comme ça. D'ailleurs, même les sites de vaccination, c'est au niveau du bras, voilà, tout juste en bas du deltoïde et puis en sous-cutané, voilà, sous la peau. Bon, c'est pas au niveau de la fesse. Bon, et puis on doit doucher l'enfant, on doit laver l'enfant. Voilà, parce que des fois, quand on vaccine, après à la douleur, le fait de faire bouger l'enfant va pleurer. Surtout un enfant qui a 9 mois, il ne peut pas parler, il va pleurer. Après, c'est en tout cas, voilà, c'est surtout ça. C'est à cause de ça. Il ne faut pas toucher l'enfant. Alors, pour ces effets secondaires qui peuvent être la fièvre ou les rougeurs au niveau donc, du site de vaccination, est-ce qu'il faut faire quelque chose ou bien vous laissez passer? Bon, quand il y a la fièvre, on peut donner juste du paracétamol.
Voilà, ça va passer, c'est quelque chose qui est vraiment passager. Voilà, que ce soit la douleur, la fièvre, là, on peut donner du paracétamol. Et je sais que les agents de santé disent de ne pas masser surtout. Voilà, il ne faut pas masser les sites. Là où on a vacciné, il ne faut pas faire une automédication. Voilà, dès qu'il y a la fièvre, c'est mieux de se présenter au centre de santé le plus proche. Voilà, et puis on va voir peut-être même cette fièvre-là n'est pas liée forcément à la rougeole. Ça peut être un paludisme simple même qui est là. Voilà, on va faire les tests de diagnostic rapide pour éliminer. Pour revenir toujours à la campagne spécifique de vaccination contre la rougeole, quelles sont les stratégies utilisées en ce temps? Ok, merci bien. Il faut dire que nous avons d'abord les stratégies fixes, c'est-à-dire au sein de nos formations sanitaires. La cible de 9 à 59 mois, en tout cas toute personne qui va se rendre dans les formations sanitaires avec son enfant va bénéficier de la vaccination. Voilà, c'est ce qu'on appelle les stratégies fixes dans nos formations sanitaires. Il y a des équipes fixes pour recevoir en tout cas la population pour la vaccination. D'ailleurs, je profite pour saluer la population. On sent qu'il y a l'engouement. En tout cas, le message est passé. En tout cas, ça nous rend fiers. On ne veut plus entendre parler de rougeole, en tout cas dans notre région. Donc, il y a les stratégies avancées. Les stratégies avancées dans nos sites de vaccination. Il y a les stratégies avancées aussi dans les lieux de regroupement, que ce soit les marchés, les gares, les yards. Il y a les lieux de culte, voilà, tout lieu de regroupement. Il y a les stratégies avancées à ce niveau. Chaque formation sanitaire connaît ses lieux de recrutement. La formation sanitaire positionne des équipes au niveau des lieux de regroupement là, pour pouvoir avoir au maximum la cible. C'est ce qu'on appelle stratégie avancée. Il y a aussi des stratégies spécifiques. Vous voyez dans les grandes villes et partout ailleurs, il y a ce qu'on appelle les zones à habitation spontanée. Donc, les non-lotis, voilà, les non-lotis, couramment. Donc, là-bas, il faut des stratégies spécifiques. Il faut faire des porte-à-porte, rentrer, fouiller, chercher la cible. Vous allez rappeler l'image du film de Bob André qui mettait les enfants dans le grenier. À ne pas faire surtout. Voilà, surtout à ne pas faire. C'est surtout dans ces zones-là qu'il y a beaucoup de... Il faut carrément faire du porte-à-porte. Voilà, il faut faire du porte-à-porte. Si vous prenez des zones de Nagrins, dans les zones d'habitation spontanée, Samba, zones d'habitation spontanée, il y a des zones d'habitation spontanée. Là-bas, comme partout ailleurs, on a des cas, en tout cas, des rougeoles, on a des cas de rougeoles dans ces zones-là. Donc, ce n'est pas évident que les gens vont venir dans nos sites de vaccination ou bien dans les lieux de regroupement. Donc, il faut aller les chercher. Il faut préalablement une communication disant que voilà, de telle date à telle date, il y aura la campagne de vaccination, montrer l'intérêt de la campagne de vaccination, ainsi de suite. Donc, étant donné que les agents de santé à base communautaire habitent aussi dans la zone, donc la communication sera facile. On pourra en tout cas avoir la cible. La campagne de vaccination est lancée. Ça va aller jusqu'à quand? Donc, ça a commencé, bien sûr. Voilà, cette campagne réactive, là, ça a commencé du 26 février et ça s'étend au 3 mars. Donc, actuellement, il y a 4 régions qui sont concernées. Voilà. Ensuite, il y aura une deuxième campagne du 15 au 21 mars. Ça, ce sera les autres régions du pays. Pour le moment, il y a le centre. Il y a le centre, il y a le nord. Voilà, il y a là beaucoup de monde et le centre nord. Donc, ensuite, il y aura les autres régions qui vont suivre. Donc, pour dire que nous avons 7 jours de campagne, du 26 février au 3 mars. Nous sommes le 29 février. Nous sommes au 29 février. Donc, vous avez encore quelques jours, au moins 3 jours pour vacciner. Nous ajoutons 2 jours de ratissage. Parce qu'il n'y a pas de campagne sans ratissage. Donc, nous ajoutons 2 jours de ratissage. Pour vous rassurer que vous avez qu'on n'a pas loupé des gens, on a touché tout le monde. À vous écouter, hein, on voit comment souvent c'est pénible aussi de pouvoir amener les populations vers les centres de santé ou sinon amener les populations à accepter facilement ces vaccins qui sont là pour leur bien, pour le bien des enfants.
Quelle devrait être leur contribution? Je vais parler des citoyens, des populations, pour que cette campagne de vaccination, cette campagne active, vous avez dit quoi, réactive, puisse bien se dérouler. Okay. Merci. Il faut dire que nous comptons sur les leaders, nous comptons sur les autorités administratives. Voilà, d'ailleurs même nous leur disons merci. Il y a le communiqué du gouverneur qui est passé pour inviter la population à se faire vacciner. Donc c'est un appui. Nous remercions Monsieur le gouverneur pour cet accompagnement constant. Nous comptons sur les leaders coutumiers et religieux, tout ce qui est leader influent. Donc il faut dire qu'il y a eu déjà des rencontres de plaidoyer avec ces leaders-là. Donc avec les autorités administratives, avec ces leaders-là, pour montrer ce qu'on attend d'eux. Donc afin que ces leaders puissent nous aider dans la mobilisation. Voilà, au cas où il y a des réticences, il y a des gens, quand ils arrivent là, ils peuvent convaincre. Donc, on compte beaucoup sur leur contribution. Donc, nous attendons vis-à-vis des autorités et vis-à-vis des leaders. C'est de nous aider, en tout cas, à faciliter la vaccination, afin que la population adhère. Donc, c'est là leur contribution. Dans les communautés aussi, nous avons ce qu'on appelle les COGES, les comités de gestion. Il y a des, en tout cas, personnes, en tout cas, exemplaires qui sont dans ces communautés-là. En tout cas, nous leur disons d'être notre porte-voix au niveau de la communauté pour communiquer afin que la population accepte et adhère à la campagne. Nous avons ensuite nos crières publiques dont je parlais, voilà, avec les magnétophones, les micros là, en tout cas, pour passer les messages pour que la population adhère. C'est important. Merci bien. Monsieur Alkenota est terminé, Monsieur Ouedraogo. Okay. On va vous laisser le temps de dire un mot, un dernier message vraiment, inviter quand même les populations à rejoindre les centres de santé ou sinon, si les agents se déplacent vers vous, à accepter de faire vacciner vos enfants. En tout cas, je réitère encore l'invitation. En tout cas, nous invitons les parents à collaborer, surtout à adhérer à la vaccination. Okay. Donc, à adhérer à la vaccination, nous les invitons à collaborer. Également, nous les invitons au cas où il y a quelques petits effets secondaires de signaler afin qu'on puisse gérer cet effet secondaire-là. Okay. Voilà. Aussi, nous les demandons, en tout cas, comme vous l'avez dit, d'aller dans les centres de santé pour vacciner, parce que c'est une intervention à gain rapide. Vite, nous allons voir les intérêts de la vaccination. La rougeole va reculer encore, sinon partir. Nous sommes là pour eux. Quand nous allons venir dans les concessions, dans les sites de vaccination, nous les invitons à se mobiliser, en tout cas pour nous rejoindre, pour qu'on puisse vacciner au maximum la cible. En rappel, la région du centre a près de 500 000 enfants à vacciner. Okay. Voilà, sur les plus de 3 millions d'enfants à vacciner pour le pays. Donc, nous comptons sur la population. Et faites attention, si vous partez au niveau des centres de santé, parce que vous suivez régulièrement les PISE, vous l'avez compris, pour les enfants de 9 mois, c'est en fait la vaccination contre la rougeole. Donc, si vous vaccinez votre enfant et qu'après, il y a des agents qui viennent dans votre marché ou encore à la maison, demandez. Vous ne devrez pas, je suppose, vacciner encore, parce que vous avez déjà vacciné au niveau du cette campagne-là, c'est quel que soit le statut vaccinal. Okay. Donc, même si on avait vacciné avant la campagne, donc c'est quel que soit le statut vaccinal. On peut ajouter. Voilà, on peut ajouter, ça ne fera rien. Okay. Sinon, si on commence à dire, il y a des gens qui vont, qui vont s'échapper, alors qu'on risque de passer à côté de la cible. Donc, on vous souhaite de ratisser large, comme on l'a dit. Et merci aux populations de coopérer. Merci à vous, monsieur. Merci à vous, madame. Wenkouni Abdoulaziz Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le médecin-chef du district sanitaire de Boulmurou. Oui. Ce sont nos voisins d'à côté. Merci beaucoup à vous. Merci à Savane Média. Merci aux téléspectateurs. On s'arrête ici pour l'entretien du jour. Merci. C'était notre rubrique invité du jour. On marque une petite pause, on retrouve d'autres invités après. Poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, nous recevons monsieur Jean-Victor Ouedraogo. Il est là pour faire justement le bilan donc, du CIAL. Il s'agit du Salon international de l'agriculture et de l'élevage
qui s'est tenu d'ailleurs du 20 au 24 février. Je rappelle que M. Jean-Victor Ouedraogo est de l'Association pour le développement du monde rural et puis bien sûr promoteur du Salon international de l'agriculture et de l'élevage. Bonjour JVO, c'est comme ça qu'on vous appelle. Oui, c'est aussi facile que ça. Il faut dire que c'est à la radio Énergie qu'on m'a donné. JVO. J c'est Jean, V Victor, O Ouedraogo. C'est le diminutif de mon prénom et nom de famille. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Le salon s'est très bien passé pour cette année. Par la grâce de Dieu, oui, plus que positif. Je vous le disais hors antenne que nous sommes fiers du fait que les 45 provinces étaient là, les 365 communes et arrondissements étaient là. Preuve que le terrorisme est en train de reculer vraiment dans ces pays. Également, vous avez vu, le Mali était représenté par 57 personnes. Et parmi ces 57 personnes, il y avait des opérateurs économiques, mais aussi des présidents des filières. 15 filières. Wow. Franchement, ça nous a touchés. L'Algérie était là pour participer à notre salon, mais pour vendre leur salon aussi, en prélude de leur salon en mai prochain. Et également, le Maroc était fortement représenté. Il y a le Rwanda, la République démocratique du Congo, qui était représenté par un responsable de l'administration congolaise, qui veut venir voir, partager son expérience, aller impliquer ce que nous faisons aussi au niveau du Congo. Je suis très satisfait du fait que les Burkinabés ont compris que une des solutions, en tout cas dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de la lutte contre le chômage, c'est aussi dans l'agriculture, dans l'élevage et dans l'environnement. Donc pour nous, nous faisons que rendre grâce à Dieu. Je vous dis merci, vous les hommes des médias. Pour une première fois, ça m'a vraiment impressionné. J'ai regardé la liste. C'était au nombre de 57 à venir soutenir vraiment cette belle initiative. Soutenu par les autorités burkinabées, en tête le chef de l'État, qui pour lui, la solution, en tout cas de développement pour le Burkina, c'est aussi l'agriculture. L'agriculture et l'élevage. Et vous avez parlé de solutions contre la pauvreté et le chômage. Moi, j'ai essayé un peu de fouiller sur vos réseaux et j'ai été émerveillée par la richesse de certains éleveurs qui ont des milliards. Oui, preuve que ce n'est pas dans la fonction publique qu'on peut devenir quelqu'un. Ce n'est pas dans la promotion immobilière, c'est aussi dans l'agriculture, dans l'environnement et dans l'élevage. Et M. Idrissa Nassa a pris vraiment pris langue la dernière fois avec le Premier ministre, où les opérateurs économiques ont décidé d'investir dans plus de 2000 hectares. Preuve que l'avenir, c'est dans le rural. Mais vraiment, voici des opportunités qu'il faut saisir pendant qu'il est temps. Et les milliardaires en question, c'est vrai, c'était des fonctionnaires. Certains étaient des fonctionnaires. Quand vous prenez M. Lassane Sawadro, c'est Sawadro et pas Ouedraogo, il était un capitaine de l'armée burkinabé. C'est reconverti. Mais je vous assure que quand vous arrivez, vous êtes fiers d'être burkinabé. Le monsieur, il faut se mettre au sérieux. C'est un gars sérieux qui a une vision, qui sait ce qu'il veut. Il ne suffit pas de dire, de se déclarer éleveur, quitter le matin, revenir le soir, on s'occupe. Lui, il a assez permanemment là-bas. Et quand vous arrivez, il a plus de 2000 têtes au Burkina, mais ailleurs. Et il emploie plus de 300 personnes, je dis. C'est vraiment un exemple à suivre. Et j'ai vu que quand j'ai publié sur la page du CIAL, les gens m'appellent de partout. Bon, les gens regardent le fait qu'il est riche, mais vous devez aller vous inspirer de sa misère aussi. Au début, ce n'était pas aussi facile. Il a certainement connu aussi des pertes. Il faut comprendre l'histoire. Également, M. Kani, qui a plus de 600 hectares dans la boucle du monde, qui emploie plus de 1000 personnes. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, je suis allé voir. J'ai passé 3 jours avec Kani pour mieux comprendre la philosophie de Kani. Mais Kani nourrit le Burkina et même l'Afrique de l'Ouest. Donc, si une seule personne peut nourrir quand même son pays, imaginez-vous s'il y a 20 à 30 Burkinabés qui se lancent dans ça, parlerait plus de la famine au Burkina Faso. Ah oui. Durant cette 7e édition, quelles sont les activités? Revenez un peu sur les activités. Il y a eu beaucoup de communication sur l'agroécologie, les opportunités qu'offre l'agriculture, l'environnement et l'élevage. Il y a eu de B2B, mais les échanges entre les acteurs ont été vraiment très salués. Vous savez, quand les Maliens sont arrivés, c'était merveilleux de voir l'évolution des transformateurs et transformatrices du Burkina Faso. Des contrats ont été signés, des actes ont été engagés. Et je vous assure que si vous me demandez de faire le point financier
des 5 à 6 jours-là, Dieu seul pour le départ s'est trompé. Mais c'est à coup de millions, je vous l'ai dit. À coup de millions. Vous voyez les animaux que tout le monde a vu, des bœufs impressionnants. Mais c'est Marina Marquette qui a tout raflé. Mais c'est preuve que les gens là accordent une importance à cette activité. Au-delà de ça, il y a du fait que, bon, chacun a pris avec son voisin. Chacun a eu des contrats avec son voisin. Et ce qui est intéressant, c'est quand j'ai lancé en 2022 la 7e édition, des gens me disaient que ça ne serait pas possible parce que, bon, avec l'insécurité. Je suis fier de dire ça au Burkinabé, que nous sommes en train de récupérer nos terres, nos terres des aïeux. Parce que la 5e édition, je vous avoue que c'était très difficile. Je me suis retrouvé avec 9 régions sur 13. Mais cette édition, toutes les régions étaient représentées, toutes les 45 provinces. Et ça, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas évaluer, mais c'est une fierté, c'est une joie. Il faut dire l'information. En tout cas, le Burkina, à 98%, est en train de récupérer cette terre. Et il y a eu bien sûr la récompense, donc les curies. Le Kouri. Le Kouri. Bon, c'est Amouré, Ouaka. Ceux de la région du centre plateau sont à Ouaka. Mais quand vous allez vers le nord, vers le centre nord, il y a Kouri. Voilà, là-bas. Ah, pour dire Ouaka, voilà. là-bas. Okay. Les gens nous ont demandé pourquoi avoir désigné comme ça. J'ai dit, mais que ce soit l'agriculteur, l'éleveur et l'environnementaliste, tout le monde a servi là-bas à un moment donné de la vie. Donc le Kouri d'or. À l'image également de nos prix Galiens, nous les journalistes et communicateurs, à l'image de Koundé d'or, l'image de Ciseaux d'or, pourquoi pas le Kouri d'or pour ceux qui nourrissent le Burkina matin, midi, soir. Parce que les choses sont claires. Ils ont dit que sur 100 Burkinabés, les 86 sont issus des acteurs du monde rural. Preuve que les acteurs du monde rural sont vraiment, en fait, plus nombreux que tout autre domaine. Également pour nous, c'est pour leur dire merci. Merci pour leur contribution au développement du pays, même s'ils ne font pas du bruit. Je ne dirais pas qu'ils sont oubliés, mais c'est presque. J'avoue que quand Kani a pris le trophée, ce n'est pas lui-même qui me l'a dit. J'ai eu les échos avec les confrères de la RTB de Boucle du Monde. À son retour, c'était une mobilisation monstre dans son village pour l'accueillir. Vous voyez, ça, c'est des gestes. Les paysans se sentent maintenant concernés du développement du programme du chef de l'État. Et nous ne faisons qu'accompagner aussi. Preuve que le monsieur se sent maintenant burkinabé. Parce que ces activités sont reconnues. Reconnues là, ce n'est pas forcément... Ce que nous donnons à ces chances-là. Ces acteurs qui ont été primés, c'est un prix, un trophée plus quoi? Une somme de 2 500 000 francs pour les premiers prix. Okay. On voulait avoir une somme de 10 millions. Mais je dis, regardez, la valeur du trophée n'est pas mesurable. Nous donnons avec notre cœur, notre âme, notre amour pour ces acteurs du monde rural. Ce n'est pas mesurable. Si tu as le Kouri d'or, tu as le paradis terrestre. Si tu as le Kouri d'or, c'est toi le VDP de l'agriculture, c'est toi le VDP de l'environnement, c'est toi le VDP de l'élevage. Si on va quantifier, ça serait très difficile. Mais la valeur est inestimable. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, on me signale que le temps est en train de fuir. Comment on se projette maintenant pour l'édition à venir? Ça sera la dernière question. Bon, nous demandons à Dieu d'abord de nous donner la santé, la vie, la sécurité totale au Burkina Faso, mais également aux confrères. La réussite de cette activité dépendra de votre engagement. Et moi, je dis, c'est à vous de vendre les acteurs qui ont été primés. Si vous décidez que le monde entier doit savoir que le Burkina, malgré le terrorisme, est resté debout, c'est à vous de le faire. Nous, on a eu l'idée de récompenser, mais c'est à vous d'accompagner. Surtout le papa qui a eu le premier prix Kouri Environnement. Mais ça fait 56 ans qu'il s'est installé dans les baobabs, en train de planter les arbres de baobab. Plus de 35 000 pieds. Je crois que les hommes des médias doivent aller à la découverte de ces messieurs. Vendre ces messieurs. Parce qu'on a dit qu'au Burkina, ça ne va pas. Je vois des confrères qui disent oui, qu'effectivement, ça ne va pas. Mais c'est de la folie. Montez-moi dans un pays où ça va à 100%. Mais le Burkina traverse des moments difficiles, mais je vous dis, nous allons nous en sortir. Et la victoire, c'est
Pour demain, voilà, c'est pour bientôt. C'est bien noté, c'est bien noté. Donc, on attend impatiemment la 8e édition. La 8e édition, ça sera en 2026. Ok. 2 ans. Donc, on vous souhaite de réussir d'ailleurs aussi cette 8e édition. Merci. C'est vrai qu'on a eu peu de temps aujourd'hui. On aura encore d'autres occasions. JBO. Voilà, je me permets. Monsieur Jean-Victor Ouédraogo, il faut le rappeler, est le promoteur du Salon international de l'agriculture et de l'élevage. Je rappelle que le salon a eu lieu du 20 au 24 février dernier. On s'arrête ici pour cet entretien. Pour la suite de cette émission, nous allons faire un clin d'œil aux natifs du 29 février. Aujourd'hui, c'est le 29 février. Alors, sachez que c'est une année exceptionnelle pour ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Ils sont obligés d'attendre chaque fois 4 années après avant de pouvoir célébrer leur anniversaire. Donc, il faut attendre 4 ans pour tomber dans une année bissextile pour avoir donc l'opportunité de fêter leur anniversaire. Sinon, les autres années, le calendrier grégorien s'arrête au 28e jour de février. Donc, chaque 28. Il faut 4 ans pour arriver au 29 février. C'est exceptionnel. Et nous avons donné la parole à quelques personnes qui sont nées le 29 février. Et on a posé la question aussi aux gens pour savoir pourquoi justement, comment ils voient le fait que certaines personnes soient obligées d'attendre le 29 février. Chaque 4 années pour fêter leur anniversaire. Est-ce qu'ils sont au courant? En tout cas, ce sont des questions que Pakisba Mariama Ouédraogo a justement posées à ceux qu'elle a rencontrés. C'est un dossier que nous allons vous proposer pour le journal de 12h45. Mais avant, la primeur aussi, donc c'est Bonjour le Faso. Et on va vous donner un extrait donc, de ce dossier. On regarde et on revient. C'est une information pour moi parce que je pensais que ces personnes fêtaient leur anniversaire plutôt le 28 du mois de février et non le 29. Chaque 4 ans, il y a des enfants qui fêtent leur anniversaire, genre les natifs du 29 février. Mais maintenant, je trouve qu'ils ne seront pas heureux en fêtant leur anniversaire chaque 4 ans. Donc il serait mieux qu'ils ramènent ça le 28 comme beaucoup d'autres enfants. Je viens de le savoir. Vu que dans l'année, il y a un mois qui est dédié juste pour ceux qui fêtent leurs anniversaires chaque 4 ans, et dans le mois de février. Donc bon, il n'était pas au courant, mais j'ai su ça récemment. Genre les natifs du 29 février, bon, ils ne fêtent leur anniversaire que chaque 4 ans, parce que dans le calendrier, les jours varient. Si l'année est bissextile, il n'y a que 28 jours. Mais bon, il n'y a pas le 29, donc on ne peut pas fêter chaque année. Selon moi, ils doivent fêter leur anniversaire de façon grandiose. Tout comme ceux qui fêtent les anniversaires chaque année, je pense que bon, pour ceux qui fêtent les anniversaires chaque 4 ans, je pense que ça devrait être plus exceptionnel. Puisqu'ils doivent attendre au moins jusqu'à 4 ans pour pouvoir avoir l'occasion de fêter leur anniversaire une fois de plus. Donc je pense que ça devrait être un peu plus exceptionnel que pour ceux qui fêtent leurs anniversaires chaque année en tout cas. Pour moi. Maintenant cela va dépendre des moyens aussi de la personne, mais bon. En tout cas il faut d'abord rendre grâce à Dieu de pouvoir au moins attendre ces 4 ans pour pouvoir fêter encore son anniversaire. Il faut en profiter puisque c'est pas en tout cas c'est pas chaque année qu'ils doivent faire ça. Donc je pense que c'est mieux. On va faire ça de façon globale. Les personnes doivent fêter cet anniversaire de manière exceptionnelle étant donné que ça ne survient que chaque 4 ans. Donc c'est déjà un motif d'action de grâce, le fait d'être en vie après ces 4 ans. Également, si la personne a la santé, c'est encore formidable. Donc, il y a vraiment de quoi fêter ça de manière exceptionnelle par rapport à ceux qui fêtent leur anniversaire chaque année. S'il n'y a pas un 29 février, chacun n'a qu'à fêter à sa manière. Voilà, de ne pas se compliquer la vie pour dire non, il n'y a pas de 29, je vais créer un 29. Moi, en tout cas, j'essaie de le faire à ma manière. S'il y en a, je fais un petit truc. S'il y en a aussi, si j'ai les moyens, je fais une fête et je demande une messe d'action de grâce. Quand même, dire
ou encore souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 29 février comme moi. Voilà, ça doit se fêter, voilà, pour ceux qui le font et qui attendent chaque 4 années, pour qu'on appelle ça pour fêter. Donc je les souhaite beaucoup d'années, parce que c'est vrai que chaque 4 ans, on ne voit pas qu'on prend de l'âge, on ne voit pas qu'on vieillit, mais c'est quand même notre particulier. Vous avez suivi ce bout donc de ce dossier proposé par Pakisba Maria Moudrago, à qui nous disons merci. Il faut rappeler à 12h45, vous allez avoir cet élément, donc ce dossier-là, concernant les natifs du 29 février. Merci à vous de votre attention. Le rendez-vous est pris pour demain, vendredi, le dernier numéro de l'émission Bonjour le Faso de la semaine, bien sûr. On se retrouve, Inch'Allah, demain. Allez, cuss!